Il n'y a qu'une seule étoile dans notre système solaire, le Soleil, et toutes les planètes tournent autour de cette étoile. Mais il y a aussi des systèmes où une planète tourne autour de deux soleils. Par exemple, Kepler 16b. C'est un endroit inhospitalier et froid, composé pour moitié de roches et pour moitié de gaz. Mais le plus intéressant est que si tu visites cette planète, tu verras deux couchers de soleil. Et tu auras deux ombres. Mais les astronomes semblent avoir trouvé quelque chose de plus rare et de plus bizarre encore. Il pourrait y avoir une planète qui tourne autour de trois étoiles à la fois. Le système stellaire GW Orionis est à environ 1300 années-lumière de notre planète. Il est composé de trois anneaux orange. Ils sont constitués de poussière et emboîtés les uns dans les autres. Au centre de ce système, tu peux voir trois étoiles. Deux de ces étoiles sont binaires. Cela signifie qu'elles sont en orbite l'une autour de l'autre. La troisième étoile tourne autour d'elle. Les scientifiques ont découvert que les trois anneaux sont mal alignés. L'anneau le plus interne oscille largement dans son orbite, et l'anneau le plus extérieur a une inclinaison de 38 degrés. Les astronomes ont donc élaboré deux théories. La première théorie dit que la rupture de ces anneaux s'est produite parce que trois soleils ont créé une torsion au centre du système entier. Le torque est une force gravitationnelle qui agit toujours vers le centre. Mais quelque temps plus tard, cette théorie a été écartée. Il n'y avait pas assez de turbulence dans ces anneaux pour que cette théorie fonctionne. La deuxième théorie prétendait que ce phénomène se produisait parce qu'une planète s'était formée à l'intérieur de l'un de ces anneaux. Une jeune planète pourrait affecter l'équilibre gravitationnel du système à trois anneaux et être la raison pour laquelle ils étaient si éloignés les uns des autres. Il y a un écart particulier dans le nuage de poussière. D'après sa taille, la planète dont nous parlons doit être une énorme géante gazeuse de la taille de notre Jupiter. Tous les objets de l'espace ont été formés grâce à la gravité qui a rassemblé la matière. S'il y a la moindre rotation au départ, le taux de rotation augmente avec le temps, surtout lorsqu'un objet commence à s'effondrer. C'est pourquoi tous les objets spatiaux tournent, y compris les particules de poussière et même les trous noirs. Les trous noirs perdent leur masse à cause d'un phénomène appelé rayonnement de Hawking. Leur horizon des événements se réduit, mais ce processus est très lent. Oh, au fait, l'horizon des événements d'un trou noir est un point de non-retour. C'est comme une frontière qui entoure un trou noir. Et rien, y compris la lumière et le rayonnement, ne peut s'échapper une fois qu'il a franchi cette limite. Un trou noir moyen aurait besoin de milliards de fois l'âge de notre univers pour disparaître complètement. Notre galaxie, la Voie lactée, pourrait aussi contenir un trou noir supermassif. Mais nous ne sommes pas en danger. L'un des grands trous noirs les plus proches se trouve très probablement à 20 000 années-lumière. On peut observer sans risque les effets créés par les trous noirs à distance. Les problèmes commencent lorsque l'on s'approche trop près, en raison de leur force gravitationnelle ahurissante. Les galaxies peuvent se consumer les unes les autres, ce qui est l'une des façons dont elles évoluent au fil du temps. Notre plus proche voisine s'appelle Andromède, et elle est actuellement en train de grignoter l'une de ses galaxies satellites. Dans le passé, Andromède en a mangé au moins deux autres. De nombreux amas d'étoiles sont éparpillés dans notre galaxie. Andromède a dû voler ses étoiles à d'autres galaxies. Les scientifiques ont finalement réussi à identifier ces étoiles. Ils ont retrouvé leurs traces dans des fusions de galaxies qui se sont produites il y a des milliards d'années. Il y a 10 milliards d'années, notre galaxie a aussi subi une collision. C'est pourquoi aujourd'hui, son halo n'est pas comme celui des autres galaxies spirales. Les scientifiques ont d'abord pensé qu'il s'agissait de plusieurs petites collisions, mais ils ont ensuite réalisé que la plupart de ces objets spatiaux dans la Voie lactée provenaient d'une seule et même source. C'est avec une autre galaxie que la Voie lactée est entrée en collision. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède pourraient entrer en collision, mais il est peu probable que cela se produise dans les 4,5 milliards d'années à venir. Les neutrinos sont des particules électriquement neutres qui sont si puissantes qu'elles peuvent traverser des kilomètres et des kilomètres de plomb et rien ne les arrêtera. Certains d'entre eux traversent ton corps au même moment où tu regardes cette vidéo. Les neutrinos se forment à la fois dans les réactions nucléaires à l'intérieur des étoiles vivantes et dans les explosions de supernovas lorsque les étoiles s'éteignent. Ces particules n'ont pratiquement pas de masse. Il leur faut moins de 3 secondes pour atteindre la surface du Soleil. Et ensuite, elles peuvent atteindre notre planète en seulement 8 minutes. La planète TOI 1231b est à environ 90 années-lumière de la Terre. Elle est similaire à notre Neptune. C'est une géante gazeuse.
Mais le plus intéressant est que cette planète est susceptible d'être riche en atmosphère. La planète est plus de 3,5 fois plus grande que la Terre et un peu plus chaude que ce à quoi nous sommes habitués, 57 degrés Celsius. Elle tourne autour d'une étoile naine rouge, bien plus petite que notre Soleil. Mais cette étoile est aussi beaucoup plus vieille. Une année sur cette planète ne dure que 24 jours terrestres. Même si la planète est proche de son étoile mère, elle reste relativement froide. Les astronomes pensent avoir observé des nuages dans l'atmosphère de la mystérieuse planète et peut-être même de l'eau. Ce système d'étoiles et de planètes s'éloigne de la Terre assez rapidement. C'est pourquoi les scientifiques ont facilement détecté des atomes d'hydrogène qui s'échappaient de l'atmosphère de la planète. Ouais, ça veut dire que la planète pourrait même avoir une queue. Un trou blanc hypothétique est un objet spatial bizarre qui est l'opposé d'un trou noir. Il est très lumineux et a été évoqué pour la première fois par Einstein dans sa théorie de la gravité. Le plus souvent, les scientifiques parlent des trous blancs dans le contexte des trous de verre. Selon une théorie, un trou noir est comme une sorte de point d'entrée dans un tunnel qui te fait traverser l'espace et le temps. Dans ce cas, un trou blanc pourrait être une sortie située quelque part ailleurs dans l'univers. D'un autre côté, les trous blancs ne doivent pas nécessairement être des sorties de vortex. Ils pourraient également être une reproduction au ralenti de la façon dont les trous noirs originaux se sont formés. La formation d'un trou noir commence donc par une vieille étoile géante. Après s'être effondrée sous son propre poids, elle se transforme généralement en trou noir. Mais parfois, les processus quantiques ne transforment pas une étoile en trou noir. Au lieu de cela, il crée un trou blanc qui recommence à cracher la matière de l'étoile d'origine. Mais jusqu'à présent, ce n'est qu'une théorie. Certaines planètes, comme Mars et Vénus, ont un climat assez intense avec des grosses tempêtes. Il semblerait qu'un ouragan spatial de la même intensité soit déjà passé sur Terre. Il s'agissait d'une masse d'air tourbillonnante d'environ 1000 km de large. Des satellites ont repéré l'ouragan à des centaines de kilomètres au-dessus du pôle Nord, quelque part dans la haute atmosphère de la Terre. Cet ouragan ne faisait pas pleuvoir de l'eau, mais des électrons. Il a duré près de 8 heures avant de s'effondrer. Il tournait dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Il est possible que des océans se cachent sous la surface des lunes qui entourent Uranus. Les scientifiques ont également étudié les océans d'Europe, la lune de Jupiter et d'Encelade, la lune de Saturne. Ces océans sont cachés sous la croûte glacée de ces lunes. Uranus a 27 lunes. 5 d'entre elles sont particulièrement grandes. Il s'agit d'Imbriel, Titania, Oberon, Miranda et Ariel. Dans les années 1980, lorsque Voyager 2 a envoyé des images de ces 5 lunes, les scientifiques ont découvert qu'elles avaient beaucoup de cratères et étaient composées de glace et de roches. Les images que les astronomes ont obtenues alors ont également montré des signes d'eau liquide. Elles jaillissaient des profondeurs des lunes et gelaient à la surface. L'une des explications les plus plausibles était des océans sous la surface. Lorsqu'une lune se déplace autour d'une planète, le champ magnétique de cette dernière l'attire. C'est ainsi que la Lune reste dans son orbite. Cette attraction génère un courant électrique qui se transforme en un champ magnétique. On appelle cela un champ magnétique induit. Et les océans souterrains pourraient être la raison pour laquelle ce champ induit peut être produit. Saturne est connu pour ses célèbres anneaux, mais Neptune, Uranus et Jupiter ont également des anneaux. En même temps, Saturne a quelque chose de vraiment spécial que nous n'avons jamais vu sur aucune autre planète. C'est cette énorme tempête hexagonale qui se déplace autour du pôle nord de la planète. Chacun de ses côtés fait presque 11 000 km de long. C'est une zone si grande que nous pourrions mettre presque 4 terres à l'intérieur. D'après les images thermiques, cette configuration hexagonale de nuages descend dans l'atmosphère de Saturne sur environ 100 km. La planète se cache derrière d'épais nuages et la lumière du Soleil ne peut pas les traverser. C'est pourquoi les astronomes ne peuvent pas voir ce qui s'y passe exactement. Mais il existe des théories. Saturne est une géante gazeuse. Quand le gaz à l'intérieur de la planète se réchauffe, il sort un peu plus loin. D'énormes quantités d'énergie sont libérées avec ce gaz, ce qui le fait monter, se dilater et perdre en densité. Les mêmes processus provoquent des ouragans et des tornades sur notre planète. Sur Saturne, des gaz tourbillonnants sortent de la zone de haute pression située dans les couches extérieures de Saturne. Et ces gaz déclenchent une puissante tempête avec une forme assez inhabituelle. Le Soleil s'apprête à se retourner car ses pôles magnétiques sont en train de s'inverser. Tout comme la Terre, le Soleil a un nord magnétique et un sud magnétique. Toutefois, contrairement à notre planète, le processus d'inversion des pôles du Soleil est plus fréquent et plus facile à prédire.
Le prochain renversement est prévu cette année entre avril et août. Aussi apocalyptique que cela puisse sembler, vous n'avez pourtant pas à vous inquiéter. Si vous avez environ 30 ans, vous avez déjà éprouvé ce phénomène plus d'une fois, car le Soleil se renverse tous les 11 ans. Vous n'avez probablement pas remarqué de changement à l'époque, parce que ce processus n'a pas d'impact majeur sur la vie terrestre. Mais cette fois-ci, les choses pourraient être un peu différentes. Sur Terre, les courants marins sont des mouvements qui jouent un rôle crucial en influençant le climat et les intempéries et en répartissant la chaleur de l'équateur vers les pôles. Sur le Soleil, ces courants sont davantage comme un océan de plasma. Mais ils ne transportent pas seulement de la chaleur, ils transportent aussi de l'énergie électromagnétique. Cela se produit parce que le Soleil est une énorme boule de gaz incandescent et ionisé, qui continue de circuler à l'intérieur de son noyau. En fusionnant ces atomes d'hydrogène pour former de l'hélium, notre étoile libère une énorme quantité d'énergie, produisant ces puissants courants électriques. Et chaque fois que vous avez de tels courants, vous avez des champs magnétiques. C'est plus facile à visualiser si vous repensez à cette expérience classique avec un fil de cuivre et un clou que vous avez probablement réalisé à l'école. Lorsqu'un courant électrique passe à travers un fil, il crée un champ magnétique autour de celui-ci. Donc, lorsque vous connectez un fil à une batterie et l'enroulez autour d'un clou, ce clou devient aimanté. C'est similaire à la façon dont les courants électriques génèrent des champs magnétiques autour du Soleil. L'ensemble de ce processus, grâce auquel le Soleil génère son champ magnétique, est ce que l'on appelle une dynamo. Nous ne pouvons pas l'observer directement, mais nous pouvons en voir les effets sur la surface du Soleil. Lorsque les flux plasmiques et magnétiques deviennent instables, ils se manifestent sous la forme de taches solaires. Vous savez, ces zones sombres sur la surface du Soleil. On ignore encore beaucoup de choses sur le fonctionnement de cette dynamo, mais les scientifiques ont compris quelque chose d'important après avoir observé ces taches solaires au fil des siècles. Ce processus suit un certain schéma. Environ chaque décennie, il se réorganise de lui-même. Les champs magnétiques des pôles du Soleil s'amenuisent jusqu'à disparaître complètement, puis ils reviennent, mais avec une polarité opposée. Dans les années 50, les chercheurs ont découvert que lorsque les taches solaires commençaient à s'intensifier, cela signifiait que les pôles se préparaient à une inversion. Et ces dernières années, l'activité solaire a été tout à fait hors norme. Davantage d'éruptions solaires, de rafales de rayonnement électromagnétique, et plus d'éjections de plasma dans l'espace. C'est comme si nous étions assis au premier rang du plus grand spectacle pyrotechnique du système solaire. À vrai dire, le Soleil n'a probablement pas été aussi animé au cours des 2 dernières décennies. À l'heure actuelle, les experts estiment que les champs magnétiques des pôles sont quasiment synchrones et s'affaiblissent peu à peu, se rapprochant de plus en plus de zéro. Mais nous n'avons pas encore atteint le point d'inversion. Bien qu'il puisse sembler que le Soleil inverse ses pôles tous les 11 ans, comme une horloge, la vérité est que ce n'est pas aussi nettement défini. Ce chemin ne se fait pas sans encombre, et certains aspects du phénomène sont encore très difficiles à prédire. Prenez le dernier cycle solaire, par exemple. L'hémisphère nord a débuté son inversion magnétique dès le début de juin 2012, mais il a ensuite rencontré un obstacle et a stagné autour du point neutre jusqu'à fin 2014. Pendant ce temps, dans l'hémisphère sud, les choses étaient aussi plus fluides, et le changement de polarité s'est produit courant 2013. Cette fois-ci, l'activité solaire paraît plus régulière. Les choses semblent se dérouler plus en douceur pendant ce cycle, avec une transition des pôles plus uniforme. Mais voilà le truc, ce processus d'inversion ne se répète jamais à l'identique, et c'est ce qui rend ce phénomène si intéressant à observer. Mais en même temps, il est difficile de prédire comment cela nous affectera ici-bas. Ici sur Terre, nous n'avons guère à nous soucier de ces intenses explosions solaires, qui se produisent à 150 millions de kilomètres de distance. Mais si, et l'on dit bien si, une tempête solaire devait frapper notre planète, la principale menace qu'elle représenterait serait probablement la perturbation des satellites de communication dans l'espace. Néanmoins, les choses pourraient en prendre un tour différent lors du cycle d'inversion prévu pour 2024, car le nombre de satellites en orbite a explosé ces dernières années. Le système Starlink, par exemple, implique à lui seul plus de 4000 d'entre eux. Tous ces satellites de communication et autres GPS pourraient être impactés voire même détruits par une puissante tempête solaire. Bien que les chances qu'une puissante tempête solaire frappe la Terre soient minces, ce n'est pas impossible. En 1859, lors de l'événement de Carrington, une tempête s'est produite près d'un pic d'activité solaire, provoquant des surtensions dans les lignes télégraphiques, déclenchant des incendies et perturbant les échanges à l'échelle mondiale.
La Terre s'est murée dans le silence lorsque toutes ces communications télégraphiques ont été coupées. Imaginez simplement ce qu'une tempête solaire pourrait faire à notre vaste flotte de satellites aujourd'hui. Elle pourrait affecter tout ce dont nous dépendons quotidiennement, de la géolocalisation et des télécommunications basées dans l'espace au service de prévision météorologique. La distribution de l'électricité au niveau du sol pourrait également être affectée. Vous pouvez faire une croix sur YouTube, et même sympa, parce que si un tel événement se produisait aujourd'hui, il pourrait mettre à mal Internet, coupant du monde d'innombrables personnes. Les prédictions affirment que si un événement de type Carrington se produisait aujourd'hui, il en résulterait des dommages allant de 600 à 2600 milliards de dollars. Et on parle ici uniquement des États-Unis. Heureusement pour nous, des tempêtes solaires aussi intenses que l'événement de Carrington n'arrivent qu'une fois tous les 500 ans environ. Une mauvaise nouvelle pour les satellites de communication, mais une excellente nouvelle pour les observateurs d'aurores boréales. Durant l'événement de Carrington, des aurores éblouissantes ont illuminé le ciel et le spectacle des lumières polaires s'est étendu bien au-delà des contrées habituelles. Ces aurores boréales ont été aperçues jusqu'au sud de Cuba ainsi qu'à Honolulu, tandis que des aurores australes ont été vues jusqu'à Santiago, au Chili. Pour de nombreuses personnes à travers le monde, ce fut leur premier aperçu de pareilles aurores, les laissant bouche bée devant ces cieux inhabituellement clairs. Certains ont alors pensé que c'était la fin du monde, tandis que d'autres se sont réveillés inhabituellement tôt, en croyant que le soleil s'était levé après avoir entendu les oiseaux gazouiller et toute cette lumière. Aujourd'hui, nous savons qu'il n'y a rien d'étrange à cela, étant donné que l'apparition d'aurores à de telles latitudes est l'un des effets attendus de l'inversion des pôles magnétiques du soleil. Typiquement, ces phénomènes iridescents s'observent entre 60 et 75 degrés de latitude, mais lors de la dernière inversion des pôles magnétiques, en 2013, d'intenses aurores ont été observées en dessous des 50 degrés. Les témoins ont décrit ces aurores comme étant rouge sang, tirant sur le cramoisi, et brillant si fort que l'on pouvait lire un journal à leur seule lumière. Il est important d'étudier ce phénomène, plutôt que de le craindre. L'inversion des pôles magnétiques du Soleil est en réalité une parfaite occasion pour les scientifiques de mieux comprendre comment fonctionne notre astre. Et comme il manque encore de nombreuses pièces au puzzle qu'est la dynamo solaire, nous ne sommes toujours pas en mesure de comprendre pourquoi certains cycles sont plus intenses que d'autres, ou de prédire quand une éjection de masse coronale se produira exactement. Mais être capable de les prédire devient de plus en plus crucial à mesure que nous nous aventurons dans l'espace. Plus il y a de gens en orbite autour de la Terre, plus ils sont exposés à ces fortes tempêtes solaires. C'est pourquoi la communauté scientifique cherche à prendre plus précisément quand une pareille tempête pourrait causer des dommages à nos vaisseaux et à nos stations spatiales. De plus, cela aiderait les météorologues à effectuer de meilleures prévisions, non seulement sur Terre, mais aussi dans l'espace. Le but principal serait de rendre les voyages spatiaux plus sûrs à mesure que notre intérêt pour des missions habitées vers la Lune et Mars ne cesse de s'accroître. Une autre raison pour laquelle il serait important d'en apprendre davantage sur l'inversion des pôles du Soleil est de mieux comprendre comment fonctionne le mystérieux cœur de notre astre. Cela pourrait en effet nous aider à mieux saisir l'aspect d'autres étoiles de l'univers et peut-être nous rapprocher de la réponse à l'ultime question. Que faisons-nous ici ? Est-il possible pour une planète d'avoir non pas un, non pas deux, mais plusieurs soleils ? Imaginons ce qui arriverait si le Soleil décidait soudainement de se diviser en une multitude de petites étoiles. Tandis qu'ils cherchaient des planètes semblables à la Terre dans tout l'univers, les scientifiques ont découvert que les systèmes à 2 ou même 3 étoiles ne sont pas si rares que ça. Beaucoup de ces systèmes ont même des planètes dans leur zone habitable, et près de la moitié de ces planètes pourraient abriter la vie. Comme j'ai hâte de leur demander à quoi ressemble leur coucher de soleil. Les scientifiques suggèrent même que notre Soleil n'a pas toujours été solitaire. Il est possible qu'il ait été accompagné d'une autre étoile, appelée Némésis. Ils ont remarqué que les extinctions massives sur Terre se produisaient tous les 27 millions d'années, comme si c'était cyclique. Ils se sont donc tournés vers les étoiles pour essayer de comprendre ce qui pourrait en être la raison. Et ils ont émis l'hypothèse qu'une seconde étoile avait quitté notre Soleil il y a bien longtemps, mais qu'elle nous affecte toujours. Némésis pourrait être situé à environ 1,5 années-lumière de nous. Cela peut sembler peu, mais cela représente en fait près de 9000 milliards de kilomètres. Le voyage en voiture va être amusant, et durer 50 millions d'années.
Quoi qu'il en soit, chaque fois que Némésis passe dans son orbite, elle peut avoir un effet sur le nuage de Oort. Le nuage de Oort est une zone située autour de notre système solaire et dans laquelle se forment les comètes. Son existence n'a pas encore été prouvée, mais les scientifiques en sont plutôt certains. Les comètes se forment donc à l'intérieur de ce nuage et se dirigent ensuite vers notre système solaire. Même si elle est très éloignée, la deuxième étoile de notre système pourrait avoir une grande influence sur lui. Mais qu'en est-il des systèmes à 4 étoiles ou même plus? Est-ce même possible? Eh bien en fait, oui. Mais plus tu ajoutes de corps célestes au système, plus cela devient difficile. Les orbites deviennent instables. C'est on ne peut plus chaotique. En mécanique stellaire, cela s'appelle le problème à 3 corps. Cela signifie qu'il est très difficile de prédire les orbites des corps dans de tels systèmes. Dans la plupart des cas, elles s'avèrent aussi singulières qu'aléatoires. Isaac Newton est le premier à l'avoir remarqué. Il a essayé d'appliquer ses découvertes sur la gravitation à la Terre, à la Lune et au Soleil. Et il s'est retrouvé confronté à un sacré casse-tête. Il n'était pas facile de comprendre comment 3 objets stellaires orbitent de façon si stable les uns autour des autres. Et il ne s'agissait encore que d'une planète et d'un satellite. Et si on ajoutait plusieurs étoiles? Je ne voudrais pas être à la place de ceux qui devront calculer tout ça. Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas scientifique. Quoi qu'il en soit, nous savons que les systèmes à 3 étoiles sont extrêmement chaotiques. Mais qu'en est-il des systèmes avec encore plus d'étoiles? Ils sont très très rares. En 2021, la NASA a découvert un système stellaire composé de pas moins de 6 étoiles. C'est tout simplement fou. Bien sûr, il n'y a pas de planète dans ce système, mais qui sait, nous trouverons peut-être un jour un système de ce genre, mais avec des planètes en plus. Dans de tels mondes, la chorégraphie gravitationnelle est très complexe. Il faut des conditions très spécifiques pour que tout tienne bien ensemble. C'est un peu comme marcher sur une corde raide au-dessus d'un abîme. Avec tout cela en tête, essayons d'imaginer ce qui se passerait si le Soleil se transformait soudainement en plusieurs petites étoiles. Oh là là, il va nous falloir une simulation très détaillée. Non, nous allons probablement avoir besoin d'une douzaine de simulations pour que cette chose fonctionne, parce que sinon, nous n'aurons que quelques options. Première option, nous divisons le Soleil en 5 ou 10 petits soleils. Nous dispersons ces derniers non loin les uns des autres. Ils détruiront notre système en quelques heures. Et oui. Tous les systèmes stellaires, y compris le nôtre, sont en mouvement constant dans l'univers. Donc, ils s'écraseront les uns contre les autres presque immédiatement. Cette collision entraînera la création d'une supernova. Notre système se transformera en une magnifique nébuleuse colorée. Pour nous, cela se produira en quelques minutes seulement. Nous n'aurons même pas le temps de sentir quoi que ce soit. Et toutes les planètes de l'ancien système solaire se transformeront immédiatement en une poussière spatiale étincelante. Mais ce n'est peut-être pas la meilleure option pour nous, n'est-ce pas? Voyons si cela peut se passer autrement. Deuxième option. Puisqu'ils ne peuvent pas être placés si près les uns des autres, essayons de les placer aussi loin que possible. Et dans ce cas, ils vont simplement s'en aller. Adieu! Leur force gravitationnelle est trop faible pour que tout se maintienne. Nos petits soleils quitteront simplement le système solaire, voyageant dans l'espace dans diverses directions. Ensuite, les planètes abandonnées n'auront plus d'orbite. Et ça inclut la Terre, bien sûr. Nous deviendrons ce qu'on appelle une planète vagabonde. Au début, nous ne nous rendrons même pas compte que la planète a quitté son orbite. Nous n'aurons donc pas le temps de faire quoi que ce soit, et un froid terrible s'installera. Quelle fin triste et poétique. Bon, aucun de ces dénouements n'est très folichon. Oh d'accord, il nous reste une dernière option. Notre principal problème est de faire en sorte que chacune de ces petites étoiles ait une masse égale. Mais jette un coup d'œil à tous ces systèmes multi-étoiles que nous avons déjà découverts. Tu verras qu'aucun d'entre eux ne ressemble à un groupe harmonieux de boules lumineuses. Au lieu de cela, on y trouve quelques grandes étoiles, et le reste, les petites, sont en orbite autour d'elles. Alors, que penserais-tu de 2 grandes étoiles avec 2 plus petites? À quoi ressemblera la Terre alors? Eh bien, son orbite deviendra terriblement instable. Nous nous agiterons d'avant en arrière, et ce n'est pas vraiment recommandé, pour être tout à fait franc. Nous savons à quoi cela peut mener, car, et c'est tout simplement fou, cela nous est déjà arrivé une fois. Oui, il y a environ 70 000 ans. Une étoile solitaire a visité notre système solaire. C'était une naine rouge appelée Scholz. Une naine rouge est une étoile très petite et très froide. Si tu considères que 7760 degrés est froid, bien sûr.
Mais on estime qu'il s'agit du type d'étoile le plus faible et le plus froid. Elle ne devait donc probablement pas avoir l'air ni si grande ni si brillante dans notre ciel. À cette époque, nos ancêtres Homo sapiens vivaient déjà leur vie. Est-ce que tu t'imagines leur surprise? Ils ont vu une autre étoile débouler dans le ciel vers le Soleil. Je me demande bien à quoi cela pouvait ressembler. Et puis, Scholz a contourné le Soleil et a continué son voyage dans l'espace. Tu ne t'attendais pas à ce que je fasse le récit d'une catastrophe, n'est-ce pas? Si cela s'était produit, tu ne serais pas devant ton écran à regarder cette vidéo. Mais grâce à cette histoire, nous pouvons nous faire une idée de ce qui arrive à la Terre lors de tels événements stellaires. À cette époque, une énorme activité volcanique s'est déclarée sur notre planète. Nous avons aussi eu droit à des pluies de météorites qui nous ont presque anéantis. Nos ancêtres ont vraiment eu la vie dure. Quelque chose de similaire se produira sur notre planète hypothétique avec 4 soleils, mais à une échelle bien plus grande. Une activité volcanique constante, des tremblements de terre et des tsunamis. Brrr. De plus, la durée d'un jour changera, ainsi que la durée des saisons et de l'année dans son ensemble. Elles ne seront plus stables, à cause des changements fréquents de la gravitation. En d'autres termes, tu ne sauras jamais à quoi t'attendre. Un hiver d'1 an, un été brûlant. Et lorsque nous nous trouverons à mi-chemin entre 2 étoiles, il n'y aura même plus de nuit. Elles illumineront les 2 parties de notre planète et il nous faudra dormir en plein soleil. Et si tu penses que tout ça est bien mauvais, garde à l'esprit que nous serons aussi assaillis par beaucoup plus de rayons ultraviolets et de vents solaires à cause de nos 4 soleils. Leur couleur changera également. Ils se transformeront en naines rouges et prendront une teinte orange écarlate dans notre ciel. Nous aurons aussi beaucoup plus d'éclipses. Sauf qu'au lieu de la Lune, c'est le Soleil qui sera éclipsé par un autre Soleil. Mais il deviendra probablement juste un peu plus sombre. Pour être honnête, il est peu probable que quelque chose survive sur Terre après tout cela. Je veux dire, c'est possible, mais effectue une centaine de simulations toi-même si tu veux en être sûr. Toutefois, nous pourrions, en théorie, survivre dans un système binaire plus simple. Par exemple, dans un système composé de 2 étoiles proches l'une de l'autre. Il faudrait qu'elles soient toutes 2 fois plus petites que notre Soleil actuel. Ce serait le scénario parfait. Et il est fort possible que ça arrive dans un avenir lointain. La NASA travaille actuellement sur un projet visant à relocaliser nos descendants sur Proxima Centauri B. Il s'agit d'une planète située dans le système stellaire le plus proche de notre Soleil, Alpha du Centaure. Et, qui sait, peut-être qu'un jour, dans le futur, nous déménagerons vraiment là-bas. Nous verrons alors ce que c'est que de vivre avec plusieurs soleils. La NASA a lancé une sonde spatiale directement vers le Soleil. Il s'agit de l'objet conçu par l'homme le plus rapide jamais fabriqué, capable de franchir la distance entre Philadelphie et Washington, D.C., en une seule seconde. La sonde solaire Parker a pour mission d'analyser les phénomènes extrêmes de notre étoile. Les scientifiques avertissent que de gigantesques tempêtes solaires sont inéluctables et pourraient avoir des conséquences désastreuses pour notre planète. La sonde s'est rapprochée du Soleil 7 fois plus que toute autre mission antérieure. Elle a accompli cette prouesse lors de son 22e passage à proximité de l'étoile, depuis son lancement en 2018. En raison de sa masse colossale, le Soleil exerce une gravité phénoménale, comparable à l'attraction d'un immense aimant. Au fil de ses orbites autour du Soleil, la sonde exploite la gravité pour accroître progressivement sa vitesse et atteindre des sommets vertigineux. Lorsqu'elle s'est aventurée au plus près de la couronne solaire, la couche externe de l'atmosphère du Soleil, elle a dû résister à des températures avoisinant les 1400 degrés Celsius, de quoi liquéfier de nombreux métaux. Elle était protégée de cette chaleur extrême et des radiations solaires par un bouclier en carbone de 11 cm d'épaisseur, garantissant ainsi le bon fonctionnement de ses instruments, maintenus à une température proche de celle d'une pièce ordinaire. Les chercheurs ont consenti à ces efforts considérables dans l'espoir d'élucider une énigme scientifique qui les intrigue depuis longtemps. La surface du Soleil est déjà brûlante, mais en s'éloignant vers la couronne solaire, la température grimpe inexplicablement jusqu'à plusieurs millions de degrés. Ce paradoxe thermique, qui défie la logique, pourrait enfin trouver une explication grâce aux données recueillies par la mission. Elle vise également à approfondir notre compréhension du vent solaire. Le Soleil émet en permanence des particules énergétiques et chargées dans l'espace, formant un flux continu semblable à une brise électromagnétique. Lorsque ce vent atteint la Terre, il engendre de spectaculaires aurores polaires. Plus l'activité solaire est intense, plus ces phénomènes lumineux sont visibles loin vers le sud. Notre étoile suit des cycles naturels d'environ 11 ans,
qui influencent directement ces manifestations célestes. Cette activité oscille entre des phases d'intensité faible et élevée. Actuellement, nous sommes en période de maximum solaire, le point culminant de ce cycle. C'est pourquoi, en 2024, des aurores spectaculaires ont été observées dans des régions inhabituelles. Toutefois, cette intensification peut engendrer des éjections de particules chargées et d'énergie susceptibles de perturber des infrastructures comme les systèmes radio, les satellites et même le GPS. Ce phénomène représente un danger pour les astronautes, bien plus exposés que nous qui bénéficions de la protection terrestre. Les humains ne percevraient pas directement la déformation du champ électromagnétique de la planète causée par ce rayonnement, mais les réseaux électriques y sont extrêmement vulnérables. En l'absence de réaction rapide, cet afflux d'énergie risque de saturer les transformateurs électriques à l'échelle mondiale, provoquant des pannes généralisées. Une telle perturbation survenant lors d'une catastrophe naturelle, comme un ouragan ou une tornade, pourrait gravement compliquer les opérations de secours en rendant les communications encore plus difficiles et en compromettant les efforts pour sauver des vies. C'est pourquoi il est primordial de perfectionner notre capacité à anticiper ces phénomènes, appelés météo spatiales. Cette tâche est ardue, car contrairement aux séismes, aux inondations ou aux éruptions volcaniques, ces tempêtes solaires ne laissent aucune trace matérielle. Les seules dont nous ayons une véritable connaissance remontent à 1859 et 1921. La première, connue sous le nom d'événement de Carrington, fut d'une intensité telle qu'elle provoqua des étincelles sur les lignes télégraphiques. Les aurores furent observables jusqu'à des latitudes proches de l'équateur. À cette époque, les scientifiques utilisaient un papier photosensible pour enregistrer l'activité solaire. Lors de cet événement, les relevés dépassèrent littéralement les limites des instruments de mesure. L'ampleur du phénomène reste encore mal comprise aujourd'hui. La tempête géomagnétique de mai 1921, quant à elle, causa d'importantes perturbations, mettant hors service les réseaux télégraphiques aux États-Unis, en Europe et jusqu'à l'hémisphère sud. Paradoxalement, cette tempête amplifia temporairement la portée des transmissions radio, leur permettant de voyager bien au-delà de leur portée habituelle. À l'époque, le faible nombre de radios limitait l'intérêt de ce phénomène. Le véritable problème fut l'ampleur des dégâts subis par le réseau électrique américain. En 1859 et 1921, la technologie n'occupait pas une place aussi centrale dans la vie quotidienne qu'aujourd'hui. Si une tempête de cette envergure survenait à notre époque, les conséquences pourraient être infiniment plus désastreuses. Des chercheurs néo-zélandais spécialisés en météorologie spatiale développent des simulations pour anticiper et atténuer ces risques. L'une des approches envisagées consiste à étudier d'autres étoiles similaires au Soleil dans l'espace. L'analyse de données issues de milliers d'astres, et non d'un seul, permettrait d'obtenir un tableau plus précis des phénomènes en jeu. Jusqu'à présent, plusieurs missions ont été lancées ou sont en préparation, en complément de la sonde solaire Parker. Le satellite GOES-19 2024, l'orbiteur solaire de l'ESA 2020 et le satellite Space Weather Follow-On 2025. Parallèlement, la NASA poursuit un autre projet, le déploiement d'Endurance, un engin lunaire robotisé à la puissance décuplée. Sa mission principale consistera à collecter des échantillons provenant de sites stratégiques que les astronautes du programme Artemis récupéreront ultérieurement. Ces échantillons seront disséminés dans le plus vaste bassin d'impact de la Lune, le bassin pôle Sud-Aitken, qui s'étend sur près de 1900 km. La dispersion des sites de prélèvement, séparés de centaines de kilomètres, impose à Endurance d'être bien plus avancé que Perseverance, l'actuel rover le plus sophistiqué de la NASA. Endurance devra parcourir une distance 100 fois supérieure, rouler 10 fois plus vite et collecter une masse d'échantillons 200 fois plus importante. Il sera aussi le premier rover planétaire capable d'opérer de nuit. Placé sur la face cachée de la Lune, où les communications avec la Terre et les données de surface seront limitées, il devra naviguer de manière autonome entre les différents sites d'échantillonnage et prendre ses propres décisions dans un environnement hostile. Une fois parvenu à destination, il adoptera une approche plus conventionnelle pour l'exécution de ses tâches. Les scientifiques d'Arpo sur Terre joueront un rôle actif en dirigeant le rover dans l'exploration des sites et la collecte d'échantillons. Ils assureront également un suivi constant de ses performances en analysant sa télémétrie, c'est-à-dire les données qu'il transmet, notamment son état de fonctionnement. En cas d'usure détectée sur un composant ou d'un dysfonctionnement, ils ajusteront les opérations afin de garantir le bon déroulement de la mission. Ce projet nécessitera des investissements colossaux, probablement bien supérieurs aux 450 millions de dollars déjà engloutis par la mission lunaire Viper, avant son annulation par la NASA.
Tandis qu'Endurance est encore en phase de conception, le module d'atterrissage lunaire Blue Ghost est déjà en route pour la Lune. Sa mission principale est la recherche. Durant 25 jours, il évoluera en orbite terrestre pour effectuer des mesures et guetter le moment opportun pour se propulser vers la Lune. Après 4 jours de transit, il se placera en orbite lunaire pour une période de 16 jours, durant laquelle il collectera de nouvelles données. Il descendra ensuite dans l'un des plus vastes bassins lunaires, Mare Crisium, où il restera une journée lunaire, soit 14 jours terrestres. Ces instruments mesureront les températures du sous-sol, les niveaux de radiation et d'autres paramètres essentiels. En fin de mission, Blue Ghost capturera des images du coucher de soleil lunaire. Conçu sans capacité de retour vers la Terre, il accomplira quelques tâches finales avant de s'éteindre définitivement à la tombée de la nuit. Dans le cadre d'un autre projet spatial ambitieux, la NASA a sélectionné une équipe d'ingénieurs en aérospatial de l'Université de Floride pour mener le programme GERATIS, Gravitational Reference Advanced Technology Test in Space. Ce projet, doté d'un budget de 12 millions de dollars, vise à améliorer le suivi des mouvements des plaques tectoniques et des océans terrestres grâce à des observations spatiales. GRATIS sera équipé de capteurs ultra performants capables de détecter les moindres variations gravitationnelles à l'échelle nanométrique, soit 1 milliardième de mètre. Ces données permettront d'affiner la surveillance des sécheresses, d'évaluer les réserves d'eau souterraines et d'analyser les fluctuations du niveau des océans. Le lancement est prévu aux alentours de 2027 à bord d'une fusée, SpaceX Falcon 9. Ce que vous admirez là est de loin le portrait le plus réussi de notre Soleil. Heureusement, notre étoile mère, vieille de 4 milliards et demi d'années, n'a pas utilisé de maquillage pour arranger son teint avant cette séance photo, et nous pouvons maintenant étudier sa surface en détail. Ce cliché emblématique a été pris en mars 2022. La NASA voulait acquérir une meilleure compréhension du comportement de notre astre et de son impact sur la vie terrestre, et envisager le futur de nos technologies spatiales, bien entendu. Pour ce faire, on a lancé le satellite de la mission d'observatoire de la dynamique solaire, ou SDO, en février 2010. Cette séance photo légendaire a donc eu lieu 12 ans plus tard, lorsque le SDO était à mi-chemin entre la Terre et le Soleil. Les chercheurs ont dû assembler 25 images individuelles à la façon d'un puzzle. Ainsi, l'image finale contient 83 millions de pixels. Et oui, cette résolution est environ 10 fois supérieure à celle de l'écran de votre téléviseur 4K dernier cri. Regardez cet incroyable motif qui rappelle la croûte d'un biscuit. Habituellement, la surface étincelante du Soleil nous la cache lorsque nous observons l'étoile depuis la Terre. Heureusement, la NASA a exploré cette lumière au-delà du spectre observable, ce qui lui a permis de découvrir des détails invisibles du visage de notre Soleil. Lorsque l'on ajuste un selfie avec des filtres et des effets, on peut obtenir des portraits complètement différents, mettant en évidence différentes parties de notre visage, même celles que nous ne savions même pas exister. Le même principe s'applique ici. Chacune de ces boules de plasma est la même photo du Soleil, saisie à différentes longueurs d'onde électromagnétiques. Les taches et les motifs révélés peuvent nous aider à comprendre un peu mieux les événements qui se produisent sous de la peau de notre étoile. À la vitesse de la lumière, désigne généralement quelque chose d'extrêmement rapide. Pourtant, ce rayon rose doré qui caresse votre joue à l'aube a parcouru un long chemin et est incroyablement vieux à l'échelle humaine. Les photons générés par le noyau du Soleil mettent entre 10 000 et 170 000 ans pour traverser l'atmosphère de l'étoile, puis environ 8 minutes de plus pour atteindre la Terre. Explorons donc pourquoi cela leur prend aussi longtemps. Notre visite débute par la couche supérieure de l'atmosphère du Soleil. Vous voyez ces divinités solaires dans les peintures et les pièces de théâtre de l'ère baroque ? Elles arborent souvent des couronnes luxueuses aux rayons mordorés. Eh bien, le Soleil lui-même porte aussi une belle couronne, qui est la couche externe de son atmosphère. Mais bien sûr, sa grandeur et sa gloire sont incomparables avec celles de ces couronnes de costumes en carton-pâte, et sa forme n'est pas si régulière. La couronne est une enveloppe de gaz qui enveloppe notre étoile mère, de sorte que sa taille et sa forme fluctuent constamment sous l'influence du champ magnétique du Soleil. Vous pouvez apercevoir cette couronne de vos propres yeux depuis la Terre lors des éclipses solaires totales. Elle s'apparente à un rayonnement sublime autour du disque solaire, qui lui-même est alors complètement masqué par la Lune. La couronne s'étend sur 8 millions de kilomètres au-dessus de la surface du Soleil, alors que notre planète bleue ne mesure que 13 000 kilomètres de diamètre. Ainsi, le rayon hypothétique de la couronne équivaudrait à une ligne d'environ 625 000 planètes de la taille de la Terre. Et soudain, tous mes problèmes commencent à sembler minuscules. Et voici un autre fait singulier. La couronne du Soleil déroge en quelque sorte aux lois de la physique connue, car elle est plus chaude qu'elle ne devrait l'être.
Sa température est de plus d'1 million de degrés Celsius, alors que la surface du Soleil est seulement d'environ 5000 degrés. Cela dit, l'adverbe seulement n'est pas le plus approprié, car c'est toujours extrêmement chaud en termes humains. Habituellement, la température tend à baisser lorsque l'on s'éloigne d'une source de chaleur. Mais ce n'est pas le cas ici. Les astrophysiciens demeurent perplexes face à un tel mystère. Heureusement, cette récente séance photo nous permet de découvrir ce qui se passe à l'intérieur de cette énorme boule incandescente sans risquer d'y perdre la vue. Prenez par exemple ces magnifiques points lumineux. Ils représentent les éruptions solaires qui se produisent sous la couche de la couronne. Celles-ci sont de puissantes explosions qui se produisent lorsque les champs magnétiques se heurtent les uns aux autres. Lorsqu'elles ont lieu, ils changent de forme et se réagencent rapidement. Ces champs magnétiques proviennent du plasma, qui est lui-même très turbulent, de sorte que de pareils événements ne sont guère surprenants pour la météo locale. Qui aurait cru que le Soleil avait des points noirs sur la peau, tout comme les adolescents? Ces zones plus sombres sont connues sous le nom de trous coronaux. Les terriens peuvent en admirer l'impact lorsqu'ils observent ces magnifiques aurores dans les régions polaires. Les trous coronaux semblent plus sombres parce que le plasma dans ces régions est plus froid, moins dense et ouvert magnétiquement. Ces conditions permettent aux vents solaires de se répandre à travers le système solaire plutôt que de rester à la surface de l'astre. Et lorsqu'ils heurtent la magnétosphère terrestre, ces aurores se forment pour ravir nos yeux. Fort heureusement, notre champ magnétique local refroidit les vents solaires. Personne ne voudrait voir ses yeux fondre, n'est-ce pas? Maintenant, si nous cherchions un équivalent aux cheveux du Soleil, les meilleures candidates seraient les protubérances solaires. Ces grandes boucles de plasma brillante s'élèvent de la surface du Soleil et s'étirent sur des milliers de kilomètres dans l'espace. Leur durée de vie varie de quelques jours à plusieurs mois. C'est l'un des événements les plus répandus dans cette région. Bien que la première description détaillée d'une protubérance solaire date du XIVe siècle, les scientifiques modernes recherchent toujours comment et pourquoi elle se forme. En plongeant plus profondément, nous sommes confrontés à la zone de transition. L'épaisseur de cette couche est d'environ 100 km, et la météo locale est proprement démente. Les températures peuvent monter jusqu'à 500 000 degrés. Cette zone de transition se situe entre la couronne et l'ultime région de l'atmosphère du Soleil, que l'on appelle la chromosphère. En parlant de ça, c'est justement notre prochain arrêt. La chromosphère est connue pour présenter un mystère scientifique du nom de spicule. Répétez-le 20 fois très vite. Spicule, spicule, spicule. C'est marrant, non? Ce spectaculaire jet de plasma s'étire depuis la surface du Soleil et atteigne des vitesses d'environ 360 km par seconde. Comme s'ils sautèrent sur un trampoline depuis la surface du Soleil. Chaque spicule perdure quelques minutes dans l'espace avant de retomber dans l'atmosphère solaire. Les astrophysiciens avaient du mal à expliquer comment des particules chargées magnétiquement pouvaient réussir à échapper ainsi à l'incroyable gravité du Soleil tout en étant si proche de lui. Une réponse possible est apparue en 2017. Un groupe de scientifiques a découvert que des particules neutres fournissaient aux particules chargées magnétiquement une flottabilité supplémentaire permettant de s'arracher à la gravité solaire pendant un certain temps. Ce qui vaut toujours mieux que l'explication de la poudre de perlimpinpin, n'est-ce pas? Avançons maintenant de 1600 km à travers la chromosphère pour enfin atteindre la surface solaire, ou photosphère. Elle mesure environ 400 km d'épaisseur. Mais contrairement à la planète Terre, la surface du Soleil n'est ni stable ni solide. Les températures ici sont si élevées qu'aucune matière ne peut exister. D'un autre côté, les scientifiques surnomment souvent le plasma le quatrième état de la matière. Et pourquoi pas? Il est fait d'atomes ionisés et d'électrons libres. Et il mérite en quelque sorte d'être considéré comme tel. Peut-être qu'un jour, nous aurons l'occasion de rencontrer une espèce locale de personnes plasmoïdes. Mais je pense qu'il vaudra mieux que nous évitions leurs chaleureuses étreintes de bienvenue. Vous savez, de tels gens auraient sûrement un tempérament volcanique. Quoi qu'il en soit, la photosphère est notre dernière étape, car l'humanité ne possède pas encore de technologies qui permettent d'explorer le Soleil plus profondément. Donc, si nous voulons en apprendre davantage, vous devrez inventer votre propre engin spatial. Mais le temps presse. Vous n'avez que 7 à 8 milliards d'années. Après cela, notre Soleil s'éteindra, selon les estimations des scientifiques. Et, à vrai dire, ces mêmes scientifiques seront sûrement les premiers sur le coup. Vous avez un sérieux compétiteur. La sonde solaire Parker de la NASA détient actuellement le record de la plongée la plus profonde dans notre Soleil. Cet engin spatial a réussi à parcourir 7 300 000 km depuis la surface du Soleil en direction de son noyau le 27 septembre 2023. Et depuis, la sonde Parker a réitéré l'exploit en décembre de la même année. Alors, pourquoi n'a-t-elle pas fondu, vous demanderez-vous?
La sonde a été conçue pour résister aux conditions les plus extrêmes et à des fluctuations de température. Elle est équipée d'un bouclier thermique sur mesure et d'un système autonome protégeant la mission contre l'intense rayonnement solaire. La NASA a d'autres plans ambitieux. En décembre 2024, Parker s'approchera encore plus près du Soleil. Elle se déplacera plus rapidement que tout autre objet fabriqué par l'homme, à la vitesse de 700 000 km/h. La sonde se trouvera alors à seulement 6 millions de kilomètres de la surface brûlante du Soleil. C'est pratiquement comme atterrir sur une étoile. Les astronomes ont déjà comparé ce prochain jalon à notre premier alunissage. Enfin, il vaudrait probablement mieux que nous atterrissions de nuit. Bon d'accord, je l'admets. C'est une blague vieille comme le monde. Arcturus, une énorme étoile rouge. Elle est en train d'exploser de l'intérieur. La mer rouge de plasma à sa surface pulse rageusement. Cette étoile brûle tout ce qui s'approche d'elle, et tout d'un coup, pouf, Arcturus a disparu. Mais au même moment, elle réapparaît au centre de notre système solaire, remplaçant le Soleil. Ce que nous voyons dans le ciel n'est plus un petit point jaune, mais une boule rouge géante. Elle est 25 fois plus large et 30% plus lourde que le Soleil. Même si Arcturus est un peu plus froide, c'est toujours un cauchemar total pour la Terre. La distance entre notre planète et l'étoile est maintenant 25 fois moins grande. Toute l'eau des océans et des rivières commence à s'évaporer. Ce qui était autrefois des forêts tropicales se transforme rapidement en un désert sans vie. Néanmoins, les couchers et les levées de soleil sont maintenant incroyables. Imagine-toi sur le toit de l'Empire State Building en train de regarder le lever de soleil. D'abord, tu vois la lumière au-dessus de l'horizon. Elle t'aveugle presque, car Arcturus est 110 fois plus brillante que le soleil. Puis l'étoile grimpe progressivement au-dessus de la surface. Le point épais sur l'horizon devient de plus en plus large. Il continue de grandir jusqu'à ce que l'étoile rouge occupe tout ton champ de vision. Arcturus est maintenant si proche que tu peux même voir des tempêtes de plasma chaud à sa surface. Il y a des éruptions régulières et des éjections de masse. D'énormes quantités de matière sont éjectées de la surface de l'étoile à des vitesses pouvant atteindre 2000 km par seconde. La matière prend la forme d'une boucle attachée à l'étoile aux deux extrémités. Il faut porter une combinaison spatiale très sophistiquée pour pouvoir observer un tel lever de soleil. La vie sur Terre a cessé d'exister il y a longtemps dans ces conditions. Et cela va empirer avec le temps. Car tous les 8 jours, la brillance d'Arcturus augmente. Bientôt, notre planète ressemblera davantage à Vénus. Cette dernière est si proche du Soleil que la température élevée y rend toute vie impossible. Bon, laissons notre planète refroidir un peu et mettons maintenant Proxima Centauri au centre de notre système solaire. Ce n'est pas une géante rouge mais une naine rouge. Cette étoile est presque 7 fois plus petite que le Soleil et presque 9 fois plus légère. Maintenant, nos océans et nos rivières ne s'évaporent pas mais gèlent. Les forêts et les jungles sont couvertes de neige. Dans environ une semaine, il n'y aura plus un seul endroit sur Terre où la température sera supérieure à 0. Même les plantes qui sont habituées au froid cesseront d'exister. Elles se nourrissent principalement de l'énergie du soleil. Maintenant, elles commenceront à mourir de faim. Mais il y aura toujours de l'eau en profondeur sous la couche de glace. Elle sera chauffée par le noyau chaud de notre planète. Les micro-organismes pourront y survivre. Il fait désormais beaucoup plus sombre sur Terre, comme un crépuscule sans fin. Oh, et nous pouvons à peine voir la Lune. Il se trouve qu'elle ne produit pas sa propre lumière, mais reflète celle du Soleil. Avec Proxima Centauri à la place, la Lune va perdre sa luminosité. Mais un problème encore plus important est celui de notre orbite. Le Soleil a une certaine force gravitationnelle qui nous maintient juste dans la zone habitable agréable, où il ne fait ni trop chaud ni trop froid. La gravité de Proxima Centauri est beaucoup plus faible. Et la Terre s'éloigne donc lentement de l'étoile. Nous courons maintenant le risque de rencontrer des astéroïdes volants dans l'espace ou même aussi d'autres planètes. Mais le pire scénario est que Proxima Centauri ne soit tout simplement pas capable de retenir notre planète et que nous dérivions lentement vers le vide intersidéral. Tu peux alors oublier toute forme de vie ici. Mettons maintenant Sirius au centre de notre système solaire. C'est l'étoile la plus brillante de notre ciel nocturne. Elle n'est que 70% plus grosse que le Soleil, mais presque 2 fois plus chaude. Sa lueur n'est donc pas seulement brillante, elle grésille. Et sa lumière n'est pas jaune, mais quelque part entre le bleu et le blanc. Tu ne pourrais pas sortir sans lunettes de soleil.
De toute façon, tu ne voudrais pas marcher dans les rues où l'asphalte est en train de fondre. Tu pourrais littéralement faire frire des œufs sur le trottoir. Même si bien sûr, à ce moment-là, toute vie sur Terre a disparu depuis longtemps. Mais ce n'est pas seulement à cause de la température. Sirius émet d'énormes quantités de radiation. Notre atmosphère sert de bouclier contre le Soleil. Mais dans le cas de Sirius, ce bouclier ne serait pas suffisant. Bon, maintenant, pourquoi ne pas imaginer une hypothèse encore plus loufoque et nous fabriquer un système à double étoile? Il s'agit de 2 étoiles qui tournent autour d'un centre commun. Et voilà notre Terre, saine et sauve. Tout dépend de la taille et de la luminosité des étoiles. Ces 2-là ne sont pas trop grosses et elles émettent autant de lumière que notre Soleil. Tout ce qui compte pour nous, c'est que notre planète se trouve dans la zone de sécurité du système à double étoile. Au lever du Soleil, tu vois d'abord une étoile apparaître sous l'horizon. Puis quelques minutes plus tard, l'autre. Le seul problème est que cette beauté pourrait bientôt exploser avec une force énorme. Dans les systèmes binaires, l'une des étoiles est toujours plus lourde que sa partenaire. Tôt ou tard, elle commence à arracher de la matière à la plus petite étoile. Et petit à petit, la plus grosse étoile mange sa voisine. Ensuite, la grande sœur peut atteindre une masse critique et exploser. Cette explosion serait aussi forte qu'une supernova. Elle détruirait l'ensemble de notre système solaire. La lumière de cette explosion serait visible à des centaines d'années-lumière. Après cela, il y aurait une énorme nébuleuse à la place de notre système stellaire, composée de la poussière d'étoiles et des particules qui restent de notre monde. Faisons maintenant une hypothèse complètement folle. Un trou noir au centre de notre système solaire. Nous connaissons les trous noirs comme des objets effrayants et mystérieux qui avalent tout ce qui les entoure. Mais même autour d'un trou noir, il y a une zone habitable. Il suffit d'être assez loin pour qu'il ne t'entraîne pas dans ton abîme noir. Mercure et Vénus seront trop proches du trou noir. Alors très probablement, elles seront réduites en morceaux qui se dirigeront ensuite vers l'horizon des événements. C'est le dernier arrêt avant d'atteindre la singularité, le cœur du trou noir. Il a 2 problèmes majeurs, la lumière et le temps. Le trou noir attire la lumière au lieu d'en émettre. La Terre deviendra donc rapidement sombre et froide. Et le temps passe plus lentement autour des objets lourds. Près d'un trou noir, une seconde peut être égale à des semaines ou même des mois dans l'espace. Nous ne sentirons pas cette différence, mais l'univers entier autour de nous se développera plus rapidement par rapport à nous. Tout objet peut devenir un trou noir s'il est comprimé à une certaine taille. Par exemple, le Soleil peut en devenir un s'il est réduit à une largeur de 6 km. La Terre aussi. Si tu la comprimes à une largeur de 1,8 cm, elle devient un trou noir. Il y a maintenant un petit rocher qui se cache au centre de notre système solaire. C'est une étoile à neutrons. Elle fait environ 30 km de large. Certaines météorites sont bien plus grosses que ça, mais elle a une masse comparable à celle du Soleil. Sa force gravitationnelle est donc à peu près la même et l'orbite de notre planète est intacte. Mais le problème est que les étoiles à neutrons n'émettent pratiquement aucune lumière visible. C'est donc la nuit permanente sur Terre. Pourtant, il fait très chaud ici. Lorsqu'une étoile à neutrons naît, elle peut être d'abord plusieurs fois plus chaude que le Soleil, mais elle se refroidit rapidement pour atteindre la température à laquelle nous sommes habitués. Il y a donc une chance que toute la vie sur Terre n'ait pas encore été brûlée. Un autre problème est qu'elle tourne rapidement et peut devenir un pulsar. Un peu comme un puissant projecteur sur les 2 côtés d'une étoile en rotation. Les étoiles à neutrons éjectent aussi des rayons à des vitesses énormes. Ces rayons rendront notre planète littéralement stérile. Aucune forme de vie ne serait capable d'exister dans ces conditions. Et maintenant, c'est l'heure de la plus grande étoile connue, Stephenson 2-18. Cette géante rouge est 2150 fois plus grande que le Soleil. Et si nous la plaçons au centre de notre système solaire, son bord se trouvera sur l'orbite de Saturne. Mercure, Vénus, la Terre, Mars et Jupiter sont donc déjà avalés par l'énorme étoile. Saturne, Uranus et Neptune sont en train de griller comme des châtaignes sur le feu et vont bientôt s'évaporer. En fait, cela pourrait aussi arriver à notre Soleil. Plus il vieillit, plus il devient rouge et gros. Il finira par être à court de combustible, l'hydrogène, et il commencera à brûler des éléments plus lourds dans son noyau. Cela conduira à sa dilatation. Nous verrons alors de plus beaux couchers et levées de soleil. Mais la température deviendra trop élevée. En théorie, le Soleil deviendra si gros qu'il avalera la Terre.
et ensuite il explosera en supernova, ne laissant rien de notre système solaire derrière lui. Brillant. Et si le Soleil, cette précieuse source de lumière et de chaleur dont dépend toute vie sur Terre, venait à être englouti par un trou noir? Pire encore, imaginons qu'un trou noir se forme en ce moment même au cœur de notre étoile. Le Soleil s'effondrerait-il sur lui-même, entraînant dans sa chute l'ensemble du système solaire? Si un trou noir stellaire de taille moyenne, issu de l'effondrement gravitationnel d'une étoile, absorbait le Soleil, nous disposerions d'environ 8 minutes avant que les conséquences ne se fassent sentir. Mais si notre étoile avalait un trou noir primordial de très petite taille, il est possible que nous ayons une chance de survivre. Les trous noirs primordiaux restent pour l'heure une hypothèse théorique. On suppose qu'ils se seraient formés peu après la naissance de l'univers. Contrairement aux trous noirs supermassifs ou stellaires, ces entités hypothétiques se caractériseraient par leur extrême petitesse. Leur masse équivaudrait à celle d'un astéroïde, tandis que leur taille ne dépasserait pas celle d'une balle de baseball. Ces trous noirs primordiaux apparaissent dans divers modèles théoriques, qui tentent d'élucider certaines énigmes cosmiques, allant de l'hypothétique planète X à la nature de la matière noire. Une hypothèse intéressante suggère même que ces trous noirs pourraient constituer une forme de matière noire. Si les trous noirs primordiaux existaient réellement, leur formation pourrait s'expliquer par des variations de température et de densité dans certaines régions de l'espace primordial. Les scientifiques supposent que ces zones denses auraient pu s'effondrer, donnant naissance aux trous noirs primordiaux. Le détail le plus fascinant réside cependant dans leur taille. Ces trous noirs seraient si petits précisément parce qu'ils se sont formés peu après le Big Bang. En effet, plus un trou noir mettait de temps à se former, plus sa masse était importante. La différence entre les plus anciens, minuscules, et les plus jeunes, gigantesques, est stupéfiante. Imaginez comparer une masse 1000 fois supérieure à celle de notre Soleil à celle d'un simple petit pois. Aujourd'hui, les plus petits trous noirs primordiaux se sont probablement évaporés. Cependant, certains, plus massifs, pourraient encore subsister, éparpillés dans l'immensité de l'espace. Plusieurs modèles théoriques avancent que ces trous noirs seraient suffisamment nombreux pour qu'il soit presque inévitable qu'une étoile en capture un. Les étoiles ayant un trou noir en leur cœur sont d'ailleurs appelées étoiles de Hawking. Mais que pourrait-il se passer après une telle capture fortuite? Dans un premier temps, un trou noir primordial intégré au cœur d'une étoile semblable au Soleil aurait peu d'effet. Sa masse, comparable à celle d'un astéroïde, serait insignifiante face à celle de notre astre. De ce fait, un tel trou noir ne serait tout simplement pas en mesure de consommer une quantité significative de l'étoile. Avec le temps, la présence prolongée d'un trou noir au cœur d'une étoile peut commencer à modifier son évolution. Ce dernier pourrait peu à peu absorber la matière du noyau stellaire, augmentant ainsi sa propre masse. Si ce processus se déroule rapidement à l'échelle cosmologique, le trou noir pourrait finir par engloutir entièrement l'étoile. En revanche, si le phénomène est plus lent, il pourrait tout de même en altérer la structure et la durée de vie. Tout dépend en grande partie de la masse initiale du trou noir primordial. Un grand trou noir, pesant environ 1 milliardième de la masse solaire, serait capable de dévorer une étoile en moins d'un demi-milliard d'années. Si cela s'est produit dans le passé, cela pourrait expliquer la présence de trous noirs de masse solaire, des entités trop petites pour avoir été formées par des supernovae, contrairement aux trous noirs classiques. Si le trou noir primordial est beaucoup plus petit, 1 millième de milliard de la masse solaire, les choses pourraient se compliquer. Ce minuscule trou noir continuerait d'absorber le noyau de l'étoile, mais à un rythme très lent. Et pourtant, il créerait des turbulences dans le noyau de l'astre, le faisant chauffer plus que d'habitude. Cette perturbation pourrait amener l'étoile à gonfler, devenant ainsi plus froide et plus rouge que les géantes rouges typiques. En outre, cette agitation interne pourrait avoir un impact significatif sur l'activité de surface de l'étoile. En l'état actuel de nos observations, rien n'indique qu'un tel phénomène se produise au sein de notre Soleil. Cela rend hautement improbable la présence d'un trou noir primordial en son centre. Toutefois, il reste possible que d'autres étoiles, parcourant l'espace, abritent en leur cœur un de ces mystérieux trous noirs primordiaux.